Europe 1. Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bienvenue sur Europe 1. Stanislas Guerini, rentrée sociale agitée. Le président de la République va présenter tout à l'heure ses vœux aux professionnels de santé. Alors c'est vraiment chaud à l'hôpital entre la triple épidémie qui, une fois de plus, met les soignants à genoux. La grève des généralistes aussi depuis le 26 décembre. Les labos qui promettent eux aussi un janvier noir. Et puis voilà que Force ouvrière appelle à une grève illimitée à l'hôpital à partir du 10 janvier. Stanislas Guerini, que peut bien dire le président pour apaiser tout le monde? Je ne vais pas vous demander les annonces qu'il va faire, vous ne me les donnerez pas. Mais enfin, je veux dire, les mots à trouver. D'abord, ce sont des mots pour les soignants, pour celles et ceux qui travaillent dans notre système de santé, qui travaillent à l'hôpital. On a fait des efforts qui sont considérables ces dernières années pour revaloriser notamment leur rémunération. Est-ce que cela est suffisant? Est-ce que ça règle toutes les difficultés, notamment d'organisation du système de santé? Est-ce que c'est pas la le tonneau réponse d'Anaïde? C'est clairement non. L'hôpital. Je vais vous le dire extrêmement clairement. Et donc, au-delà même de la fiche de paye, les questions de conditions de travail, d'usure professionnelle, de complexité parfois administrative de ce qui se passe dans nos hôpitaux, c'est aussi ça qui est insupportable pour nos soignants. Et donc, on est depuis longtemps en réalité, depuis quelques décennies, dans une forme de cercle vicieux à l'hôpital, où plus il y a de difficultés, plus c'est difficile aussi de recruter. Moi, c'est face à ça que je suis confronté en tant que ministre de la fonction publique, c'est vraiment un sujet pour vous. Et puis plus c'est difficile de recruter, plus les conditions sont difficiles en elles-mêmes, ensuite à l'hôpital, dans nos services publics, pour ceux qui restent. Et donc c'est à ce cercle vicieux-là qu'il faut réussir à mettre un terme. François Braun, le ministre de la Santé, s'y engage avec beaucoup d'énergie, il prend des mesures d'urgence, d'une certaine façon, pour régler les problèmes de plus court terme. Mais effectivement, c'est le système de santé dans son ensemble qu'il faut réussir à remettre à plat pour trouver des solutions pérennes. Et qu'est-ce qu'il va annoncer, le président de la République? Je lis dans le journal Le Parisien ce matin qu'il va annoncer une refondation de l'hôpital. Alors qu'on a déjà un Conseil national de la refondation santé qui travaille sur ce sujet depuis 3 semaines. Et ça pose la question quand même de la méthode présidentielle. Je lis aussi toujours dans cet article du Parisien des députés de la majorité qui se disent voilà, on va encore tout apprendre à la télévision. On n'est pas au courant, on ne sait pas ce que va dire le chef de l'État. Non, mais c'est normal. Ça pose pas Non, c'est normal que le chef de l'État, dans un moment de difficulté que vous avez rappelé, tel que nous le connaissons pour notre système de santé, pour l'hôpital, s'exprime, adresse ses vœux au personnel de santé, donne un cap et une vision. C'est l'attendu pour le président de la République. Mais ensuite, effectivement, il faut qu'on puisse, sur des grands services publics, aussi changer de méthode. C'est ça l'esprit du Conseil national de la refondation. C'est de pouvoir se dire, on a besoin à la fois de vision, de cap, de mesures nationales, et puis on a besoin, au plus près du terrain, et c'est ça l'objet de ces conseils nationaux de la refondation territoriaux, hôpital par hôpital, bassin de vie par bassin de vie, de mettre en œuvre des solutions, pas de faire des grandes concertations, elles ont été, effectivement, vous avez raison de ce point de vue-là, faites depuis bien longtemps, mais se dire, donner la parole à celles et ceux à qui on la donne pas toujours, à l'hôpital, les soignants, le personnel de terrain, leur dire, qu'est-ce que vous connaissez comme solution? Si c'est le cas, on met en œuvre. Et on le fait en acceptant une idée qui est celle de la différenciation territoriale. Parce que les problématiques, elles ne sont pas pareilles en fonction d'un bassin de vie métropolitain, par exemple, ou d'un territoire plus rural. Mais je vous donne ce chiffre qu'il faut réussir à trouver. Je vous donne ce chiffre, Stanislas Guerini, vous l'avez sans doute vu, c'est ce sondage dans les Échos ce matin. 51% des Français, 51%, donc plus d'un sur deux, déclarent avoir un accès compliqué, long ou partiel au service de santé. Alors ce qui est frappant... Il n'y a pas besoin de sondage, pardonnez-moi, pour savoir ça, on les connaît les difficultés. Ah oui, non, mais sauf que par rapport à octobre 2021, donc il y a moins de 2 ans, c'est en hausse de 19 points. On était à 1 sur 3, c'est plus d'1 sur 2 aujourd'hui. Bien sûr que notre système de santé du domaine de l'insécurité, il est en difficulté. Mais vous avez rappelé vous-même qu'il a été percuté par un certain nombre de crises. Sitôt relevé de la crise de Covid, on rebascule dans un cycle d'épidémies qui viennent rattraper au fond notre système de santé. Donc, mais comment tout vous regardez, ça, c'est difficile. C'est du déclin ou c'est du dérèglement? Je crois qu'il y a eu la France baisse ou elle se détraque? Des décennies de sous-investissement dans l'hôpital, dans le système de santé, et d'une organisation d'un système de soins qui ne fonctionnait pas, qui était faite, on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques, de tarification à l'acte, qui sous-investissait totalement dans la prévention. Donc ça, il faut revenir là-dessus. Là où le bas blesse dans notre système de santé en France. Il faut revenir sur la tarification à l'acte. C'est ces différenciations, au fond structurelles de notre système de santé, qu'il faut qu'on puisse faire aujourd'hui.
ça ne se fait pas en un jour. C'est à ça qu'on s'engage. On y met des moyens, on y met des milliards d'euros. Et on investit. On a investit l'impression que ça sert à rien. Dans nos services ça qui publics, est terrible. Comme jamais. Vous avez entendu hier le ministre de la Justice dire l'investissement que nous faisons inédit dans la justice. Vous savez que nous recrutons des policiers, des gendarmes, comme on l'a pas fait depuis des décennies. Mais vous allez on met des moyens pour pouvoir mieux rémunérer les professeurs du pays. Vous allez rester sur ce rythme de milliards qui s'empilent les uns sur les autres, alors que de l'autre côté, Bruno Le Maire, et on sait qu'Elisabeth Borne est très consciente du sujet, on commence à avoir un petit sujet quand même d'endettement, de dette publique, et comment dire, le chéquier, on arrive un petit peu au bout là. Mais il faut investir dans nos services publics. Il faut investir pour mieux rémunérer les agents du service public. Là où on en a besoin de façon aussi ciblée, les professeurs ne sont pas assez payés dans notre pays. C'est un fait. Il n'y a pas d'investissement plus rentable au fond qu'on puisse faire pour notre pays que d'investir dans notre système éducatif. Mais cet investissement, il ne doit pas être aveugle, il ne doit pas se faire sans questionner l'organisation de nos services publics, sans continuer à les transformer. Moi, c'est ce que je fais matin, midi et soir, à les rendre plus accessibles, à mettre plus de moyens, peut-être un petit peu moins dans des administrations centrales, un peu plus derrière des guichets, parce que c'est ça qu'attendent nos concitoyens, et réinvestir dans nos services publics. C'est ça, se mettre du côté des gens. C'est la formule qu'a employée le président de la République en Conseil des ministres mercredi. Elle est étonnante, cette formule, du côté des gens. Ça veut dire moins s'intéresser au fond, et vous m'y invitez vous-même ce matin, à parler en milliards d'euros, mais à comprendre les situations concrètes que vivent nos concitoyens. Mais sur les milliards, moi, la question que je vous posais, Stanislas Guerini, parce que c'est un ressenti, je pense, populaire, c'est de se dire, mais ces milliards, d'abord, certains se demandent d'où ils sortent. Bon, ça, c'est une question, mais surtout, on en sort beaucoup et on a l'impression que ça sert à rien. Nous réorganisons notre système. Au bout d'un moment, ça paiera. Réinvestissons, bien sûr. Et c'est parfois, quand on est en train de faire des réformes courageuses, quand on est en train de mener ce travail-là, justement, en inversant d'une certaine façon, une certaine tendance qui a été celle pour nos services publics de tout externaliser, de réfléchir simplement en essayant de supprimer un nombre de fonctionnaires. C'était ça, au fond, l'alpha et l'oméga de la pensée, de doctrine, d'action publique. La RGPP, etc. Ça, on est en train, très profondément, je crois, de la changer. Ça veut dire que les conditions pour pouvoir faire ça, moi je vais vous parler extrêmement clairement ce matin, c'est de mener des réformes en regardant de façon lucide là où sont les dépenses dans notre pays. Elles le sont en matière de redistribution sociale, elles le sont par exemple sur notre système de retraite, bien évidemment. Ça fait partie des dépenses qui sont très importantes quand on regarde la structuration de notre modèle social. Donc il faut, oui, à la fois réinvestir dans le service public, réinvestir dans les agents qui mènent le service public. Moi je crois beaucoup à ça, et en même temps, j'assume ce terme-là, mener des réformes structurelles, des réformes pour maintenir et préserver notre modèle social aussi. Vous parlez de la réforme des retraites, justement, vous avez rencontré Stanislas Guerini mercredi, les 3 premiers syndicats de fonctionnaires, CGT, Force ouvrière, CFDT. Je rencontre tous les syndicats cette semaine. Voilà. Quel bilan, quelles impressions vous tirez de ces entrevues? Juste une phrase tirée de la presse, Force ouvrière dit « Notre principal objectif, et ça je crois qu'ils vous l'ont dit les yeux dans les yeux, c'est de faire échouer la réforme ». Ça commence bien. Il y a une forme de clarté au fond. Il n'y a pas de surprise sur le fait que nous avons un désaccord sur le fait même d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Ça c'est ce qui ne passe pas. Je ne cherchais pas, au fond, à créer du consensus sur un point que je sais ne pas être consensuel avec les organisations syndicales sur ce point-là. Mais croyez-vous pouvoir justement faire accepter ça en échange de certaines contreparties? Vous avez proposé par exemple de réintroduire un système de retraite progressive. Oui, c'est pour ça que je dis, une fois qu'on s'est dit ça, qu'on a acté d'une certaine façon un désaccord sur la question de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Bien, justement, il faut montrer que cette réforme-là, elle doit nous permettre d'améliorer notre système de retraite et de le faire pour la fonction publique. Et il y a beaucoup de choses à pouvoir améliorer. Moi, j'ai eu des discussions, je le dis très sincèrement, qui sont très riches avec les organisations syndicales. Vous mentionnez à l'instant cette question de la retraite progressive. En 2 mots, comment est-ce qu'on peut aménager une fin de carrière avec quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la fonction publique et qui puisse travailler à temps partiel et en même temps commencer à bénéficier de sa pension de retraite. Mais ça, c'est une question qui est très intéressante, qui va nous donner des outils et des moyens pour pouvoir travailler sur la question du
travail, de la qualité du travail, justement. Oui, je crois que cette question, elle est absolument fondamentale. J'entends les syndicats de fonctionnaires, j'entends aussi les syndicats en général dire, alors oui, il y a plein de choses qu'on peut discuter, l'index pour les seniors, le moyen d'augmenter le taux d'emploi des plus âgés, réintroduire des critères de pénibilité, ça, ils sont très ouverts pour en parler, et ils sont très favorables à cette idée d'ajouter ça à la réforme. Mais bon, ceci dit, ils prennent ça, et de l'autre, ils disent, de toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve ensemble le 10 janvier, et ils décideront, j'emploie même pas le conditionnel, la grève le 10 au soir, après présentation du texte. C'est ça qui va se passer très concrètement, Stanislas Guerini. Moi, en tant que ministre de la fonction publique, quelle est Vous avez espoir qu'on évite cette situation-là? D'abord, c'est de mener une réforme que nous avons annoncée aux Français. Au fond, ce sont les Français qui comptent dans cette affaire. Le président de la République a pris des engagements dans l'élection présidentielle. Vous voulez dire pour que faire les syndicats aujourd'hui manœuvrent contre les Français? Moi, je dis des Français que la responsabilité que nous avons, nous, dirigeants politiques, qui avons été élus, qui avons reçu un suffrage par les Français, c'est de mener une réforme qui est utile et nécessaire pour notre pays. Vous savez, c'est très facile d'être responsable quand tout va bien. Moi, je crois que les moments de difficulté dans le pays, vous en avez mentionné certaines, sur nos services publics, certaines financières, c'est d'assumer ses responsabilités dans les difficultés. Mais François Bayrou dit on n'a pas fait la pédagogie. Vous n'avez pas fait suffisamment la pédagogie de la réforme. Ce matin à votre antenne, le dis très clairement, cette réforme, elle vise à ce que pour nos parents et nos grands-parents, on puisse préserver leur pension de retraite et même les améliorer. Oui, mais pour celles et ceux qui ont les retraites les plus faibles. C'est ça que vise à faire cette réforme. Et que pour nos enfants que les gens se disent. Et nos petits-enfants, on puisse maintenir un système de retraite par répartition. Mais il ne va pas mourir, le système de retraite, Stanislas Guerini. Oui, mais il est largement déficitaire. Très largement déficitaire. Et les milliards que vous mentionniez tout à l'heure, ils vont se cumuler d'année après année. 100 milliards d'euros cumulés sur les 10 années qui viennent. Ces 100 milliards-là, si vous devez les mettre dans le système de retraite parce qu'il est déficitaire, vous ne les mettrez pas ailleurs. Ça, c'est clair. Vous parliez à l'instant de nos services publics. Vous ne les mettrez absolument pas ailleurs. Donc on va faire une réforme qui vise à garantir la pérennité du système de retraite. On l'a dit très clairement, il n'y a pas un euro issu de cette réforme qui ira ailleurs que dans les caisses de retraite. Mais nous devons absolument préserver notre modèle social pour ne pas baisser les pensions de retraite, pour ne pas augmenter les cotisations non plus, c'est-à-dire les impôts des Français, et puis pour les générations qui viennent. Moi, je crois aussi que c'est de celle-là dont il faut parler, pour nos enfants, nos petits-enfants, leur garantir, au fond, un système de retraite qui fait la force du pays, qui repose dettes à payer, sur notre travail. On ne parle pas suffisamment de travail, qui repose sur notre travail avec une situation, et il faut le dire là aussi très clairement, démographique qui est en train de changer très profondément. Quand la retraite était à 65 ans dans notre pays, juste un mot, puisque c'était le cas quand même, jusqu'en 80. Au début du quinquennat de François Mitterrand, la retraite, l'âge de départ, il était à 65 ans. À ce moment-là, on avait 3 ou 4 actifs pour un retraité. On arrive dans une situation où on a 1,5 actifs pour un retraité. Et le rapport va continuer à se déséquilibrer. Je pense que quand on dit les choses comme ça, on comprend la nécessité, au fond, de faire cette réforme des retraites. Mais je vais vous parler du rapport des Français au travail. Ce matin, les Échos publient un entretien très intéressant, Cynthia Fleury et Jérôme Fourquet, sur ce thème précisément. Alors eux, ce que dit notamment Jérôme Fourquet, c'est que les chocs depuis 2015, les Français les encaissent les uns après les autres, les attentats, les grèves, les gilets jaunes, le Covid, la guerre, l'inflation, etc. Ça n'arrête pas, d'où un stress permanent générant une grosse fatigue. Et voilà, ils disent, eux, que la valeur travail, en conséquence, devient un peu moins centrale. J'affinerai le propos en disant qu'en réalité, le rapport au travail, il change beaucoup, notamment sur les emplois mal payés, les emplois du bas de la hiérarchie sociale. C'est là, précisément, qu'aujourd'hui, on se dit, à quoi bon? Et pourquoi accepterais-je de travailler jusqu'à 65 ans pour un travail qui ne me rémunère pas? Comment on traite cette question, Stanislas Guerini? Je pense qu'elle est totalement fondamentale. Vous avez raison, au fond, le vrai débat, c'est notre rapport au travail. Moi, je ne crois pas à la grande démission. Je ne crois pas que les gens n'aient plus envie de travailler. On n'a jamais autant travaillé dans notre pays. Il y a un taux d'emploi qui progresse. On met fin à cette fatalité qui était celle du chômage de masse. Mais en revanche, et notamment les jeunes générations, mais pas que, elles veulent travailler différemment. Elles veulent organiser leur vie aussi différemment. C'est à ces questions-là qu'il faut répondre. Et dans la fonction publique, je crois qu'il y a à la fois des questions qui concernent la fiche de paye, les évolutions de carrière, mais aussi, très clairement, l'organisation du travail. Et vous voyez, les discussions que moi je peux avoir avec les organisations syndicales dans le cadre de la réforme des retraites, elles sont riches sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, changer de métier dans la fonction publique, faire pendant un temps un métier dit
pénible sur le terrain, avec des vraies contraintes, parfois des vraies contraintes physiques, et puis aménager, quand on approche de sa fin de carrière, son temps de travail, changer de métier pour avoir un métier plus sédentaire, un peu moins sur le terrain. C'est tout ça qu'on est en train de discuter, sur lequel on va proposer, je le crois très sincèrement, des vraies améliorations. Et c'est ça aussi, cette réforme des retraites, d'améliorer notre système de retraite et plus globalement d'organisation du travail. Merci Stanislas Guerini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique invité d'Europe Matin dans la prochaine demi-heure.